Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va étudier la première des sollicitations simples en résistance des matériaux. Il s'agit de la traction. Alors, traction ou compression. On l'avait évoqué quand on avait parlé du torseur de cohésion, hein. Donc là, on a une poutre qui pourrait ne pas être rectiligne. Là, c'est le cas, bon, pour simplifier. Elle est soumise à de la traction puisqu'on a à une extrémité, à de la traction pure, hein, on a à une extrémité une force et à l'autre son opposé, l'équilibre statique étant assuré. Bon, c'est un exemple de tout simple, comme un tyran, disons. Euh, Si on devait avoir cette poutre en compression, la force F serait dans l'autre sens, bien évidemment. Bon. L'effort normal, en réalité, quand on illustre ça par le principe mis en application pour définir le torseur de cohésion. Souvenez-vous, le torseur de cohésion, ce sont les efforts en fait intérieurs à la poutre dans une section droite en un point G, centre de la section droite. Et par définition, il s'agit des efforts extérieurs agissant sur X+, ou les efforts agissant de X+, sur X-. Voilà. Et donc, si on fait le bilan des efforts agissant sur X+, eh bien, en fait, il y a la force F. Et du coup, on peut écrire tout simplement que F égale N à ce niveau-là. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. En réalité, c'est ce que je vous disais, si on imagine que entre les deux tronçons de poutre, on avait disposé, admettons, de la colle, eh bien là, ce serait l'effort de cohésion serait l'effort exercé par la colle transmise par ce qui solidarise, ce qui assure la cohésion, hein, d'où le nom de torseur de cohésion et effort de cohésion, entre les deux tronçons de poutre. Donc il y a bien un effort de traction vers la droite. Il y a tout simplement ici, comme il n'y a qu'un effort, c'est tout simple, l'effort est retransmis, façon de parler, au tronçon de gauche. Et donc on a l'effort N. Et on voit avec l'orientation X que si N est positif, on est bien évidemment en traction, tandis que s'il est négatif, il est en compression. Et quand on est en traction pure, eh bien c'est l'unique composante non nulle du torseur de cohésion, qui est une force suivant X. Voilà, une force suivant X. Là, on a les forces et là, on a les moments. Du point de vue de ce qu'on appelle les contraintes, en fait, on va aborder la notion d'effort intérieur et de contrainte. En fait, on peut considérer que dans une section droite, avec certaines hypothèses, hein, hypothèse de Navier-Bernoulli, voilà, un certain nombre d'hypothèses, que on ait une répartition homogène en fait de l'effort appliqué au sein de la section droite. Donc on a une force F qui va se répartir en réalité sur toute la section S, exprimée en millimètres carrés, et la force F en newton. De ce fait, on peut déterminer ce qu'on appelle la contrainte sigma, c'est sigma minuscule, hein, lettre grecque, et cette contrainte qui est normale et non pas tangentielle, puisque c'est suivant la direction normale à la section droite, donc d'axe X, eh bien son expression c'est sigma égale n en newton sur S en millimètres carrés. On obtient ce qu'on appelle une contrainte normale, en l'occurrence, en mégapascal, puisque ça correspond à des millions de pascal, le pascal étant une unité, le newton par mètre carré. Donc mégapascal, newton par millimètre carré. Voilà. Là, il y a une petite description. En fait, on peut faire l'analyse pour chaque petite surface éventuelle de la surface. Ici, c'est représenté comme si c'était circulaire, mais ça pourrait être tout autre profil. Eh bien, on a df sur la petite surface ds. Et voilà, si c'est homogène, on met n sur s, on a la contrainte normale moyenne. Voilà pour ça, tout simplement. Donc c'est quand même relativement simple à calculer. Euh, Compte tenu de ça, ce qu'on en fait, c'est quoi? Calculer des efforts intérieurs, ça peut permettre de définir une limite en fait de résistance soit à la rupture, soit élastique. En règle générale, quand on fait de la conception, on ne souhaite pas que le matériau de chacune des pièces constituant le système mécanique, eh bien, dépasse ce qu'on appelle la limite élastique, c'est-à-dire que des efforts qui seraient appliqués au système engendrent des déformations permanentes lorsque l'on relâche les efforts. Autrement dit, on souhaite rester dans le domaine élastique. On souhaite rester dans le domaine élastique, ça se traduirait par le fait que la contrainte normale reste inférieure à ce qu'on appelle la limite élastique à la traction ou à l'extension, RE, pour un matériau. Et ce RE, en fait, il dépend des matériaux. On a un certain nombre de valeurs, notamment si on prend pour un acier
un S235, eh bien c'est 235 mégapascales à peu près. Voilà. La limite élastique, on souhaite ne pas l'atteindre, mais on souhaite ne pas l'atteindre de manière sécurisée. Et dans ce cadre-là, on peut définir ce qu'on appelle un coefficient de sécurité et abaisser le seuil de limite que l'on s'autorise à atteindre en termes de contraintes contraintes, ici normales pour de la traction compression, dans le matériau. Et à ce moment-là, on va définir ce qu'on appelle une limite élastique, mais tenant compte d'un coefficient de sécurité, et c'est noté RPE, la résistance pratique à l'extension. Et donc c'est RE divisé par le coefficient de sécurité. Attention, c'est un petit s, ça n'est pas le grand S de la surface N sur S. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit F sur S, tout simplement parce que c'est un raccourci. F, c'est un effort, une force extérieure, tandis que N, c'est un effort intérieur. Bien évidemment, N égale F. Donc, bon, la définition sigma égale N sur S, mais pour la traction avec un effort F extérieur, c'est bien évidemment F sur S. Voilà. Là, vous avez une illustration d'un certain nombre de, bon, ce sont des exemples, d'un coefficient de sécurité. Parfois, ça peut être un coefficient d'incertitude. Et on a des réglementations qui peuvent être générales ou particulières, notamment le coefficient de sécurité. Il est bien évident que lorsqu'il y a des risques pour la personne, eh bien, ce coefficient de sécurité va être très élevé. Et même un coefficient de sécurité de 2, c'est quand même un coefficient de sécurité qui n'est pas très sécuritaire. Voilà. Et là, vous voyez sur un exemple, on parle d'hypothèse de charge surévaluée, c'est-à-dire le coefficient de sécurité. Là, il peut prendre un aspect plus de coefficient d'incertitude. Et quand on ne connaît pas bien les conditions d'utilisation, de fonctionnement, des charges, des vibrations, des phénomènes peu maîtrisés, peu modélisables, eh bien à ce moment-là, eh bien on peut appliquer un coefficient d'incertitude qui va se traduire par un coefficient de sécurité. Voilà, tout simplement. Et la condition, bien évidemment, elle va s'exprimer comme suit, c'est que la contrainte normale devra être inférieure ou égale à la résistance pratique à l'extension, RPE. Alors pourquoi des valeurs absolues? Tout simplement parce que cette condition, elle pourra s'exprimer aussi quand sigma est négatif, c'est-à-dire en compression. À noter que pour certains matériaux, on prend l'exemple de la fonte, des matériaux fragiles, il va y avoir une différence de limite élastique, RE, à l'extension et à la compression. On pourra d'ailleurs noter RC ou REC éventuellement pour la compression et de ce fait avoir la notation RPC. Donc on peut avoir pour un matériau un RPC compte tenu d'un coefficient de sécurité qui va être différent du RPE. Auquel cas deux vérifications devraient être faites. Pourquoi on met le max? Parce que c'est une écriture ici qui est notée pour la traction, mais ça pourrait être dans d'autres sollicitations où on obtient de la contrainte normale. Voilà. Alors ça c'est quelque chose qu'on pourra voir plus tard. Le risque de flambement, c'est pour un solide élancé en compression qui va présenter un risque d'instabilité et se mettre à fléchir sous l'effet de la compression. Donc pensez qu'il n'y a pas que ce critère-là à vérifier, mais le flambement, mais ça, on en parlera plus tard. Alors ça, c'est un critère de résistance qui est impératif de vérifier, mais on peut avoir des conditions de déformation également, où on souhaite les calculer et le cas échéant, les vérifier, voilà. On peut avoir une déformation maxi souhaitée ou mini dans certains cas. Voilà. Ce qui est utilisé en fait, c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke, qui est une loi qui est très locale au matériau, qui n'est pas globale pour une barre en traction. Et son expression est une relation entre la contrainte normale, sigma, epsilon, on va dire que c'est la déformation, en fait c'est le taux de déformation ou l'allongement relatif. Epsilon, ça n'a pas d'unité. Si on prend l'illustration qui est ici, si on prend non sollicité une poutre ou une barre, et qu'on exerce un effort, admettons de traction, mais pour la compression on pourrait le faire aussi, eh bien l'allongement qu'on notera delta L, eh bien, c'est en fait L moins ce qu'on aurait noté L0. C'est ce qu'on a, on a là, delta L, c'est L moins L0. On va l'exprimer en millimètres, je vous l'avais dit pour quand on avait présenté le torseur de cohésion, en résistance des matériaux, véritablement on utilisera systématiquement le millimètre, les newtons millimètres, les newtons par millimètre carré, les mégapascales, voilà, et rarement, sauf dans des données, des mètres ou des newton-mètres. Le delta L, c'est donc ce qu'on appelle l'allongement absolu, ou l'allongement tout court, delta, une différence de longueur exprimée en millimètres. Et cette différence de longueur, en fait, elle
elle, elle permet de définir un allongement relatif. L'allongement relatif, c'est le rapport ou la proportion d'allongement. On va dire par exemple, on allonge de 1%. Allonger de 1% une barre de 1 mètre, ça revient à l'allonger de 10 mm. 10 sur 1000 égale 1%, 0,01. Donc c'est bien des millimètres par millimètre ou mètre par mètre, ça n'a pas d'unité. Epsilon se calcule en notant bien delta L sur L0. Voilà. Évidemment, comme c'est delta L se définit comme étant L moins L0, quand on fait de la traction, grand L est plus petit que L0, delta L et donc epsilon est positif, et quand on fait de la compression, la longueur diminue, et donc on a une variation négative de longueur au cours de l'essai ou de la mise en charge, et donc on a delta L négatif et epsilon négatif. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est dans la loi de Hooke? C'est une relation entre une contrainte et une déformation, et en fait, ça s'apparente un petit peu à une raideur, comme la relation que vous connaissez peut-être pour par exemple, les ressorts de compression, les ressorts hélicoïdaux. Vous avez l'effort qui est égal à K fois la variation de longueur. On note assez souvent F égale KX ou delta F égale K fois delta X, et K est la raideur en newton par millimètre. Il y a une analogie. Et son unité, étant donné que epsilon n'a pas d'unité, E est nécessairement dans la même unité que sigma, mais ça ne représente pas du tout une contrainte. Epsilon, c'est en mégapascal, effectivement, mais ça ne représente pas une contrainte. Et voilà. Donc ça, il y a un certain nombre de valeurs qu'il est bon de connaître à peu près. Il y a des petites variations, mais relativement faibles. Pour des nuances d'acier, ça peut aller, admettons, de 1,8 à 2,3 fois 10 puissance 5 mégapascal, c'est-à-dire qu'assez souvent, on dit qu'un acier a un module de Young. C'est le module de Young ou le module d'élasticité longitudinale. C'est ce qui est noté là. Et qui a une valeur de 200 000, de 210 000 mégapascal. 2 fois 10 puissance 5. Pour un aluminium, c'est 3 fois moins environ, 3 fois 7, 21. Donc on a 70 000 mégapascal. Voilà. Les autres, très franchement, je ne les connais pas. On voit qu'il y a quand même une différence avec les fontes, mais en termes de nuances d'acier, les caractéristiques élastiques d'un acier, comme on dit, comme disaient des collègues à Ferré-les-Ânes, un acier de construction courante, et un acier de qualité aéronautique, eh bien les caractéristiques élastiques différeront peu. Voilà, tout simplement. C'est la raison pour laquelle, quand on emploie, par exemple, des barres pour faire des barres de torsion ou des barres anti-roulis, des barres stabilisatrices sur des véhicules, sur des voitures, eh bien, on peut employer éventuellement un acier qui n'a pas de hautes caractéristiques. En tout cas, pour l'aspect raideur en torsion, pour assurer une barre stabilisatrice, assure notamment une raideur en roulis, comme un véhicule qui penche dans un rond-point, admettons, eh bien le paramètre, alors ce n'est pas E, ça sera G, un module d'élasticité transversale qu'on définira pour la torsion, mais les caractéristiques élastiques diffèrent peu, donc il n'est pas forcément utile de prendre un acier à haute caractéristique, dès lors tout de même, eh bien que les sollicitations et les déformations n'engendrent pas des déformations permanentes. Voilà, parce qu'évidemment, il faut la tenue de la géométrie de la barre si c'est une barre stabilisatrice. Voilà, un résumé des unités. On peut peut-être en rester là pour l'instant et aller regarder une application. Oups, je suis allé un petit peu loin, ça c'est une application un peu particulière. Bon, la mise en situation, c'est extrait d'un ouvrage voilà, que j'avais relevé. Vérification d'un tirant. En fait, bon, tout simplement le contexte, on a un système suspendu pour réaliser un pont roulant avec un palan, et la suspension est assurée par un certain nombre de tirants, des barres, et les tirants ont une dimension, sont des barres de diamètre 10, de longueur 400 mm. Les tirants, ils sont dans un acier qui n'est pas à haute caractéristique, c'est l'équivalent d'un acier de construction courante, S235. On a une limite élastique de 240 mégapascal, le module Young 200 000 mégapascal, et on va prendre, comme c'est un appareil de levage, un coefficient de sécurité relativement élevé, S égale 8. Voilà. On va s'intéresser au tirant le plus chargé, parce que c'est pas la peine de s'intéresser au tirant le moins chargé. S'il tient la charge, les autres, les plus sollicités, le feront. Voilà.
et donc on s'intéresse au plus chargé, il supporte une force, une charge de 600 newtons. Ça va permettre de définir, de mettre en application un critère de résistance. Et on va s'intéresser aussi dans un deuxième temps aux critères de déformation. Et ce que l'on souhaite, c'est ne pas dépasser un allongement absolu de plus de 1/2 millimètre, 0,5 mm. Bon, pour certaines raisons, ici ça peut être pour des raisons de guidage, avoir globalement une bonne rectitude du chemin de roulement du palan. Il peut y avoir diverses raisons de se limiter en déformation. Voilà. Ce qui est inévitable, c'est de vérifier la résistance. Alors, l'idée, c'est tout bêtement, hein, évidemment, il y a une vérification à la résistance et une vérification à l'allongement. Alors, comment on procède pour faire ça? Eh bien, pour la résistance, il va falloir, comme on a la force extérieure, eh bien, c'est de la traction pure, hein, donc on peut se ramener à l'illustration du cours. On a tout simplement une barre subissant une force à chaque extrémité. Et donc, si sur le tirant, on a une force comme ceci, eh bien, on a le tirant le plus élevé. Ça, c'est ce que subit le tirant. Il va subir une force de 600 newtons comme ceci. Et évidemment, à l'opposé, il va subir une force équivalente de 600 newtons aussi. Voilà. Et donc, ces 600 newtons-là, eh bien, on va pouvoir les diviser par quoi? Par la surface, pour appliquer la relation qui permet de calculer la contrainte normale. Sigma égale N sur S. N, c'est finalement F, force extérieure, qui vaut 600 newtons, et S, c'est la section droite ici. Et cette section, en fait, eh bien, c'est tout simplement la surface, la section du disque, hein, du cercle de diamètre 10. Donc on fait pi d carré sur 4. Voilà, donc et on fait ce calcul-là. Voilà. Si on faisait d au carré, ça ferait 100 mm², 10 au carré. Donc on a pi d carré sur 4. Pi, c'est plus que 3. Les 3 quarts, on s'attend à avoir dans les 75, entre 75 et 80 mm². C'est bon d'avoir un petit ordre de grandeur. Alors pour le calcul, tout bêtement, on fait le calcul de S. S, c'est pi d carré sur 4, pi fois 10 carré sur 4. Et on fait la force divisée par la surface et on trouve une contrainte qui est pour l'instant faible au regard de la limite élastique, qui elle est de 240 mégapascales, le RE, mais ce n'est pas RE qu'on va prendre en compte pour la vérification à la résistance, c'est le RPE. Donc la contrainte normale dans un premier temps, on fait la force 600 divisé par la section. F sur S et on trouve 7,63 mégapascales. Et dans un deuxième temps, en parallèle, on fait le calcul de la résistance pratique à l'extension. Et cette résistance pratique, c'est RE sur petit s, attention à ne pas confondre avec la section pi d carré sur 4. Et on a donc 240 sur 8. Et finalement, la limite que l'on s'autorise à atteindre en contrainte normale due à la traction du tirant, ça n'est plus 240 mégapascales, mais 240 divisé par 8. Donc on a une très grosse marge de sécurité, 30. Et ça rapproche de la contrainte normale qui paraissait au départ faible. Et ici, on a la condition de résistance qui est bien vérifiée, puisque 7,63 est inférieur à 30. Donc voilà, ne pas oublier dans une épreuve d'examen ou un devoir de conclure, hein, c'est hyper important. La conclusion, vous pouvez écrire simplement OK, hein, moi c'est ce que j'ai l'habitude de faire, c'est un minimum, voilà, de dire que la condition est bien vérifiée parce qu'on a vérifié que ça est inférieur à ça. C'est pas le correcteur qui le fait pour vous, il faut l'écrire, voilà. On a bien ceci, c'est important, je vais souligner le fait que ce soit important, il faut bien écrire ça, et donc le tirant sollicité peut supporter la charge. Et les deux autres moins chargés le peuvent aussi, évidemment. Alors pour la déformation, on souhaitait vérifier que le tirant ne se déforme pas de plus de 0,5 mm. Évidemment, c'est le plus sollicité qui va s'allonger le plus. Dans un premier temps, eh bien, bon, en fait, on a un certain nombre de relations. Il va s'agir d'extraire la composante dans certaines situations ce sera sigma, dans d'autres ce sera epsilon, parfois ce sera delta L, d'autres fois il faudra calculer une longueur mini ou maxi, une section, un diamètre, voilà, il faut tout mettre ça en musique, disons, pour déterminer le paramètre que l'on souhaite calculer et utiliser pour une vérification éventuelle. Donc le sigma, on l'a déjà. La réalité, c'est que la loi de Hooke s'écrit sigma égale E epsilon.
epsilon étant égal à la variation de longueur sur la longueur initiale, L0 ou L, eh bien, on peut traduire ça par delta L, pardon, sigma égale E epsilon. Bon, là, j'ai tout écrit comme ça. Donc, en fait, epsilon égale sigma sur E et sigma sur E et fois L. Bon, j'écris tout ça en littéral, c'est pas une habitude que j'ai, mais bon, on aurait très bien pu calculer sigma égale N sur S, prendre la valeur 7,63 mégapascal, et puis ensuite, finalement, la multiplier par L. Bref, voilà, faire un petit peu la relation numérique et pas forcément littérale jusqu'au bout. Là, on fait une application numérique. Et au final, on n'a même pas réutilisé le f sur s qu'on avait, 600 sur 78, qui conduisait à 763. Donc, parce que cette relation, certains l'utilisent directement. FL sur ES, mais ce n'est pas à connaître du tout. S'il y a des relations à connaître, en fait, ce sont uniquement celle-ci, la loi de Hooke, sigma égale celle-ci. Bah, en fait, les trois qui sont là, hein, tout simplement, on a cette relation-là. Hein, ces deux-là sont très importantes, celle-ci vraiment primordiale. Et pour les déformations, eh bien, on a ces relations-là. Il faut savoir évidemment calculer la déformation relative qui n'a pas d'unité. Donc la limite acceptable, c'est 0,5 sur la longueur. Voilà. Après, certains peuvent, parce que ce à quoi ça mène ce calcul-là, ça mène à une détermination de l'allongement, qui se trouve être de 15 microns 1,5 centième. C'est bien évidemment inférieur à 5 dixièmes. Donc la conclusion, c'est que l'allongement du tirant le plus sollicité est acceptable, mais certains ont une manière de montrer que moi j'apprécie moins que celle-ci, qui est quand même plus claire, mais c'est pas totalement faux. Ça serait de faire le calcul de par exemple, de la contrainte, voire de la force qui occasionnerait la limite élastique, enfin l'allongement, pardon, maxi autorisé, et de se rendre compte que ça nécessiterait une force bien au-delà de 600 newtons ou une contrainte bien au-delà de 763. Auquel cas, on pourrait être amené à calculer epsilon, 0,5 sur, je crois que c'était 400 de long, hein, si ma mémoire est bonne, voilà. Donc 0,5 sur 400, on voit ce que ça fait pas beaucoup epsilon. À la limite, à epsilon limite en quelque sorte, et ensuite faire E fois epsilon et trouver sigma. Et évidemment, vous voyez que là, on a un écart de, disons, de 30, et on trouverait quelque chose comme 200 mégapascal. Il faudrait une force phénoménale euh, pour, euh, pour atteindre la déformation qui est là. Et cette force, d'ailleurs, euh, conduirait vraisemblablement, ouais, vraisemblablement à eh bien une contrainte normale qui dépasserait même pas RPE évidemment, mais RE. Voilà. Donc les relations de déformation élastique sont valables uniquement à la loi de Hooke dans le domaine élastique, ça c'est important de le souligner. Donc vérifier la résistance, on est dans un domaine où la résistance est assurée, alors on peut utiliser la loi de Hooke. Alors, une application un petit peu plus atypique, puisque pour montrer que finalement, on peut adopter des calculs de résistance des matériaux dans des situations qui ne correspondent pas à un modèle poutre. Parce que là, pour voir une poutre, on ne la verra pas tel que les résultats de RDM en traction vont être appliqués. Je m'explique. Ici, l'idée, c'est un calcul qui est généralement fait pour des calculs de tenue à la pression d'une conduite, d'un tube, d'une canalisation, sous pression. Donc on a une certaine pression qui circule. La pression, on va dire que c'est 150 bars en hydraulique, la pression effective, 150 bars. On dit effective, bon, c'est pour la petite histoire, c'est la pression effective, c'est une pression relative à une référence. La pression atmosphérique étant de 1 bar par exemple, eh bien, quand vous gonflez un pneu, le gonfleur sur le manomètre indique 0. Or, la pression atmosphérique, c'est 1. Donc, quand on gonfle un pneu à 2,4 bars, par exemple, la pression réelle à l'intérieur, c'est 3,4. Mais elle est à comparer à la pression extérieure du pneu qui, elle, est 1 bar en pression atmosphérique. Bon, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, c'était juste pour indiquer pression effective. Pour l'hydraulique, franchement, c'est négligeable. En fait, on parle d'état naturel ou d'état en conditions normales, sans pression à l'intérieur. Le tube est à l'équilibre sous une pression atmosphérique intérieure et extérieure. Voilà. Voilà. Qui conduit à une déformation, à des contraintes, mais ce sont les contraintes normales. Voilà. Donc là, on met 150 bars dans la canalisation qui a un diamètre intérieur de 10. Et ce que l'on souhaite savoir, c'est la tenue à la pression de ce tube-là. Alors ici, on a représenté un demi-tube et en fait,
il y a une analogie entre le calcul qu'on va conduire et ce que l'on fait pour le dimensionnement des coussinets. Des coussinets cylindriques qui assurent le guidage par frottement, hein, par un élément d'usure. Vous avez des INA, je vais citer des marques. INA a des coussinets par exemple Permaglide. Vous avez Igus, que les étudiants affectionnent bien. Voilà, des composants de chez Igus. Vous en avez d'autres, bon, de chez SKF, voilà, des coussinets. Euh, alors ici, où est-ce qu'on voit de la traction? Parce que si on représente le tube dans son entièreté, comme on dit, son intégralité, on dirait notre poutre, et ce serait juste de dire ça, c'est finalement une poutre d'axe Z. Là, on n'a représenté que la moitié. Mais en réalité, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une étude qui va consister à prendre un demi-tube, comme ceci, en faisant une coupe longitudinale. Et cette coupe longitudinale va permettre de mettre en évidence une section, là, la section qu'on va retrouver là. Je vais faire quelque chose de moche, mais on va voir. Voilà, là, on a une section comme ceci. Mais cette section, je ne vais pas faire des hachures, ça va être trop long, trop longué. Là, vous avez toute une surface qui, elle, est soumise, alors non pas à une pression, mais à une contrainte intérieure. On a fait une coupure, un peu comme quand on fait une coupure dans une poutre, une section droite. Et on a la même chose de l'autre côté. Et donc l'idée, c'est de déterminer la contrainte là-dedans et de déterminer d'abord la force, en déduire la contrainte et d'appliquer eh bien, une vérification à la résistance en contrainte normale, comme on l'avait vu ici, et pour vérifier la tenue du tube à la pression. Voilà, parce que quel que soit, on a un problème on a une symétrie de révolution en fait, hein, une répartition de pression intérieure. On a un modèle de petite force qui agit intérieurement, et qu'on fasse la coupe ici ou une coupe à 10 degrés, à 15 degrés, voilà, ça ne changera rien au problème qui est un problème de révolution. La charge, elle est symétrique de manière circulaire, hein, de manière cylindrique même. Voilà. Alors comment on procède? Eh bien en réalité, alors on va pas le démontrer, mais c'est ce qu'on emploie aussi pour les. euh, je vais changer de couleur. C'est possible ça? Je sais pas. Oui, oui, non, bleu. Voilà. Ok. Et donc si on est là, oui évidemment, si je prends celui-là, il va pas aimer. Bon, d'accord, le galérien. On va rester là-dessus, c'est pas grave. On va rester en rouge. Restons sur le rouge. Eh bien, en réalité, l'idée c'est de d'étudier la. Je vais me mettre comme ça. Tiens, je vais faire ça. Je sais pas si ça sera bien. Là, on a une surface comme ceci, et cette surface, elle est rectangulaire, et c'est ce qu'on appelle la surface projetée. La surface intérieure, en réalité, là, je suis moyen moyen. La surface intérieure du tube, c'est un demi-cylindre qui a pour diamètre, pour largeur, enfin pour diamètre 10, le diamètre petit d, et euh, et pour longueur, la longueur L, qui est ici. Donc là, on a petit d et L. Et en réalité, toute la surface qui est intérieure ici, en vue de dessus, admettons, de normale X, eh bien, c'est un rectangle que l'on voit si on faisait une vue de dessus. La surface intérieure qui est soumise à la pression de 150 bars. Et on peut montrer, en fait, un calcul intégral, que lorsque la pression est homogène, agit de la même manière en tout élément de surface intérieure du tube, eh bien, la force qui résulte sur le demi-cylindre, eh bien, c'est une force évidemment normale, hein, ça c'est-à-dire perpendiculaire d'axe X, et cette force-là, elle est égale à quoi? Eh bien, elle, euh, elle se calcule comme étant la valeur de la pression multipliée par la surface. On a F égale P fois S, P égale F sur S, et en termes d'unité, la pression est homogène à une contrainte, et on a bien l'équivalent, vous voyez, F sur S. Alors concrètement, comment fait-on tout ça? Eh bien, comment fait-on tout ça? euh, On a le même schéma là. Et dans un premier temps, on peut déterminer, comme je vous le disais, la résultante ou la force qui agit due à la pression intérieure. On a la notion de pression diamétrale, euh, et cette pression, c'est P qui vaut 150 bars, donc en réalité 15 mégapascales. Voilà, puisque 1 mégapascal, c'est 10 bars, 1 bar, c'est 0,1 mégapascal. Bon, bref. Donc on a la pression ici, on va la multiplier par la surface. La surface, attention, c'est L fois D. C'est ce qu'on appelle surface projetée, cette surface rectangulaire là. Voilà. Et comme on a P égale F sur S, on a F ou R, la résultante, égale P fois S. Donc ça, on pourrait le calculer
de manière chiffrée, puisqu'on a, on a les valeurs, diamètre 10, longueur je ne sais plus, eh ben, on n'a pas forcément la longueur, mais on peut prendre une unité de longueur. C'est pour ça que j'ai conservé ça en littéral, mais on pourrait prendre 50 mm, 100 mm, ça ne changerait rien. On trouve la force F, en tout cas, on a son expression, et parallèlement à cette force-là, cette force qui agit vers le bas, R, qu'on a ici, hein, on a la résultante qui est là, ici, la résultante de l'action de pression, et ça va être compensé par quoi? Eh bien, par deux forces. Alors, si j'arrivais, euh, voilà, par deux forces, et on a une force qui va résulter finalement de l'action de l'autre demi-tube, un peu comme à l'image des, des forces agissant sur les tronçons, des tronçons pardon, x plus sur x moins, etc. Et là, vous avez deux composantes de force. J'aurais peut-être dû les faire un poil plus petites. Et puis, si je pouvais les faire en bleu, ce serait mieux. Voilà, c'est possible ça. Bon, je sais pas. Montrer. Non. Ok. Donc, propriété, on va faire ça comme ça. Donc là, on a une force bleue de ce côté pour différencier un petit peu. Et, et donc, on a ces deux forces qui vont être opposées à la résultante. Je vais les diminuer un petit peu de taille pour qu'on voit bien. On a cette force-là, voilà, cette force-là qui en fait agit ici. Hein. C'est la force résultante globale. Ah, cette force-là, voilà, ouais, ça c'est un problème, qui va être compensée par les deux forces qui sont des forces intérieures. Donc là, on a une force extérieure, tout simplement, qui est ici, et cette force intérieure, voilà, qu'on retrouve ici, elle va être opposée aux deux forces. Cette force extérieure due à la pression, elle va s'opposer aux deux forces intérieures qui sont en fait des forces de cohésion en réalité. C'est comme notre N de tout à l'heure, ces deux petites forces-là. Et à quoi correspondent ces forces? Eh bien, disons qu'on pourrait écrire pour celle-ci en notant S ou S', la section qui est ici, du tube. Et ça, c'est quoi? C'est l'épaisseur fois la longueur du tube. Eh bien, cette section qui est rectangulaire aussi, de faible largeur, elle est soumise à une contrainte normale homogène. Bon, on va pas faire des démonstrations, mais si la pression est la même en tout point de la surface intérieure du tube, eh bien, la contrainte normale, elle va être la même sur toute cette surface-là. Alors, en réalité, pas tout à fait. On pourrait démontrer que la contrainte normale, eh bien, elle varie un petit peu dans l'épaisseur du tube. On va faire une approximation, c'est une hypothèse. Et de ce fait, pourquoi on indique sigma fois ds? Eh bien parce que comme sigma égale f n sur s, eh bien n égale sigma fois s. Voilà, n égale sigma fois s. Et donc la statique pour ce tronçon de tube, de demi-tube, s'écrira cette force-là plus cette force-là, n plus n moins r égale 0. Et tout ça, ça s'écrit bah, R égale 2 fois N, hein, ça c'est la résultante. Ça c'est ce qui résulte de la somme des forces égale 0. Hein. Et N c'est égal à quoi? C'est sigma fois S'. Et S' c'est quoi? C'est E fois L, l'épaisseur du tube fois la longueur. Et tout ça, c'est quel est l'objectif de ceci? C'est de déterminer la contrainte normale euh, dans la section. Alors c'est pas une section droite, on va dire c'est une coupe longitudinale hein, du tube. Et ce sigma, lorsqu'on va en expression littérale jusqu'au bout, eh bien c'est la pression, avec les bonnes unités évidemment, fois le diamètre divisé par 2 fois E. Voilà. En fait, c'est assez logique puisque on a une proportion. Là, on a un diamètre et finalement, on a 2 fois l'épaisseur. Et comme on a la pression qui s'applique ici, la pression hydraulique, elle s'applique sur une grande surface. En surface projetée, on a un grand rectangle de longueur L et de diamètre D, tandis que la contrainte, mais qui est homogène à une pression, sigma, eh bien c'est L aussi, mais fois petit e, et en réalité 2 fois e quand on additionne les deux forces. Et donc on va établir une proportion entre 2 fois l'épaisseur et le diamètre pour les deux composantes normales ici, l'effort intérieur du tube et l'effort extérieur R, les 2 fois E et le diamètre. Et on pourrait, bon, ça, il faut le démontrer, hein, mais la proportion, on la retrouve là, c'est ça que je vous indiquais. Et donc la contrainte, c'est P fois D sur 2E. Voilà. Si on fait l'application numérique, on trouve une valeur
de sigma. Alors là, pourquoi? Parce que la question c'était déterminer l'épaisseur minimale du tube. Le diamètre intérieur étant de 10 mm, déterminer l'épaisseur minimale du tube. Et ça, pourquoi on trouve un mini? Eh bien ça, c'est par l'écriture de la condition de résistance qui se trouve être en traction, mais une traction intérieure. Alors c'est un peu particulier, mais finalement, si on met les deux demi-tubes, on a un effet de traction. Quand je vous parlais de collage, c'est comme si on collait sur les deux petits rectangles, deux demi-tubes, et en les soumettant à la pression, si la colle venait à s'arracher, eh bien, en tout cas, avant que ce soit le cas, elle subirait une force qui est la force bleue, et en tout point, si on suppose que la contrainte normale est homogène, eh bien, une contrainte normale qui se calcule comme cette force N fois la petite surface S'. E fois L, voilà. Et la condition de résistance, ça demeure sigma inférieur à RPE, RPE étant égal à RE sur S toujours, et si on met tout ça en relation, on obtient une condition qui est P fois D sur 2 mini inférieur ou égal à RPE, et on trouve un E mini ou E supérieur ou égal, hein, si on met dans l'autre sens les inégalités, E mini, ça devrait être égal à P fois D sur 2 fois RPE. Bref, si on fait le calcul, eh bien, on peut déterminer une épaisseur mini de 1,34. Voilà. Et ensuite, on peut, ça mange pas de pain d'aller vérifier si la force qui en résulte est égale. Et là, 1,34, si on prend par exemple une longueur de 100 mm, on pourrait faire 1,34 fois 100, c'est-à-dire 134 mm², fois 2, donc 268 mm², multiplier ça par la contrainte, euh, RPE, la contrainte, comment dire, RPE, quoi, la contrainte limite, mais compte tenu du coefficient de sécurité, et on verrait que c'est bien égal à P fois S, et 150 bars, multiplié par 10 le diamètre fois nos 100 mm, si on avait pris 100 mm de longueur. Et voilà, voilà, je vous disais que c'était un petit peu particulier. On peut utiliser le module élément fini, on l'utilise relativement peu à présent, puisque mieux vaut utiliser un outil de simulation 3D dans ce cadre-là. Mais pour les tubes, eh bien en fait, on procède de cette manière-là. Bon, c'est un petit peu... On avait pris un coefficient de sécurité de 5 en l'occurrence, hein, ce qui conduisait à un RPE de 56 mégapascales. RE sur S, 56 mégapascales. Voilà pour cet exemple. C'était un petit peu spécial, mais pas inintéressant. Et ben merci de votre attention.